Le président égyptien Al-Sisi a terminé hier une visite d'État de 2 jours. Une visite d'État, c'est au top du top dans le protocole. C'est tapis rouge et légion d'honneur. C'est comme ça, quel que soit le pédigré du chef d'État reçu, que son régime soit ou non autoritaire. Les ONG accusent Emmanuel Macron d'avoir déroulé le tapis rouge à un dictateur sans aucune contrepartie sur les droits de l'homme. C'est vrai que autant sur le protocole, c'était service plus, autant sur les droits de l'homme, c'était un peu service minimum. Quand la question des ventes d'armes lui est posée en conférence de presse, Emmanuel Macron parle de désaccord sur les droits de l'homme, mais pas question de freiner les ventes d'armes à ce pays qui est l'un des principaux clients de la France. Allez-vous, par exemple, conditionner les ventes d'armes françaises, plus généralement de matériel français, à des garanties sur les droits de l'homme, comme l'a annoncé la future administration Biden, pour le soutien financier à l'Égypte? Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords. D'abord parce que je crois à la souveraineté des peuples et au respect de nos intérêts légitimes et réciproques. Ensuite, parce que je pense qu'il est plus efficace d'avoir une politique de dialogue exigeant qu'une politique de boycott qui viendrait réduire l'efficacité d'un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale. Voilà, Emmanuel Macron en conférence de presse hier. Ariane Lavrieux, salut, tu es notre correspondante au Caire. Quelle réaction il y a eu en Égypte de la part des militants des libertés sur la façon dont Macron a reçu Al-Sisi? Il n'y a pas eu de surprise, personne ne s'attendait à un revirement soudain, des critiques cinglantes de sa part. Mais il y a un profond dégoût parce qu'Emmanuel Macron est allé bien au-delà du service minimum, comme tu l'as dit. D'un côté, le président français a dit défendre sur la scène internationale des libertés, notamment face à d'autres pays européens à l'Est. Et de l'autre côté, il y a ce tapis rouge, la croix de la Légion d'honneur remise au président Sisi, ses déclarations où il félicite l'Égypte pour sa lutte contre ce qu'il appelle l'extrémisme. Tout ça donne le sentiment, et je vais reprendre une expression d'un journaliste égyptien, que Sisi est le dictateur favori de Macron. Alors au-delà de la question morale, est-ce que c'est légal de dire qu'on ne va pas conditionner ces ventes d'armes aux droits de l'homme ? Du point de vue du droit international, c'est discutable. En tout cas, en disant on ne conditionne pas les ventes d'armes aux droits humains, il se montre prêt à enfreindre la position commune de l'Union européenne et le traité sur le commerce des armes qui a été porté, ratifié par la France. L'article 7 de ce traité dit qu'il ne doit pas y avoir de vente d'armes s'il y a un risque prépondérant qu'une exportation puisse faciliter une violation grave aux droits humains. Par exemple, des munitions pour des petits calibres, des véhicules blindés qui peuvent servir à la répression des foules, sauf qu'il n'y a pas de sanctions prévues dans le traité, donc la France n'en tient pas toujours compte. Exemple, en 2013, l'Europe décide de stopper les ventes d'armes sensibles après le massacre de près de 1000 manifestants. La France dit OK, puis continue les livraisons de blindés jusqu'en 2015 et accorde des licences d'exportation jusqu'en 2018. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron, comme François Hollande, avant lui, justifie cette coopération sécuritaire au nom de la lutte contre le terrorisme. Sauf qu'en Égypte, la lutte contre le terrorisme est un peu synonyme de purge des opposants politiques. Oui, il y a tout un système de justice parallèle qui s'est mis en place depuis 7 ans. Les ONG chiffrent à au moins 60 000 le nombre de détenus d'opinion, 2700 disparus, une centaine d'exécutions cette année. Des médecins ont été emprisonnés cet été, accusés d'atteinte à la sécurité nationale, juste parce qu'ils se plaignaient du manque de protection face au coronavirus. Cette semaine encore, le procureur qui est chargé de la lutte antiterroriste a renouvelé la détention de 1500 personnes d'un coup. Parmi eux, il y a des journalistes, des chercheurs, le militant, figure de la révolution de 2011, Alaa Abdel Fattah. Le mois dernier, les autorités égyptiennes l'ont ajouté à leur liste des terroristes. Sa sœur Sana aussi vient d'être emprisonnée. Avec Martin Roux, j'ai rencontré leur mère, Leila Soif. C'est une figure laïque de gauche, militante infatigable des droits, des libertés. Ça fait plus d'un an que son fils est retourné en prison et elle ne sait toujours pas sur quoi reposent les accusations de terrorisme contre lui. He's never been told the name of this terrorist organization. He's never been shown what false news he's supposed to have disseminated. The lawyers actually asked the interrogator, what terrorist, what's it called? And he says, the police report doesn't say. Basically, you could say that the main argument of the regime is that this is a regime that's fighting terrorism, criticizing it is abetting terrorism. He was beaten up on the night he arrived at the prison. They are locked in 24 hours. They're never out of their cells.
Alaa has no access to books. He has no access to any reading material whatsoever. He is not allowed to wear a wristwatch, so he doesn't know the time, but they don't have mattresses. They sleep on cement. The conditions now are worse than anything I have seen or heard of, because there has been a revolution and it was defeated, and the regime is trying to make sure that it doesn't rise again, so they're being very, very repressive. Merci Ariane Lavrieux pour ce reportage. Tu es au Caire, en Égypte, et on te lit dans Mediapart. À bientôt dans À l'air libre. Salut Ariane. À bientôt. Tout de suite le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, voici un rapide résumé. Antoine Rouget revient sur une agression raciste à Avignon. Un chef d'entreprise français d'origine maghrébine a été braqué et menacé fin octobre par un militant d'extrême droite, abattu par la police. Il est depuis ignoré par la justice, qui parle de lui comme d'un témoin et non d'une victime. Il a porté plainte pour être reconnu comme tel. Dans l'affaire des financements libyens, Brice Hortefeux, le frère de Nicolas Sarkozy, et frère évidemment entre guillemets, est mis en examen à son tour pour association de malfaiteurs et financement illégal de campagne électorale. Après Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Éric Woerth, il est désormais la 4e figure politique de premier plan à être mise en cause par les juges d'instruction dans cette affaire. Et puis signalons dans le club ce billet de Joël Stolz, alors que le projet de loi séparatisme a été présenté aujourd'hui. Ce billet s'intéresse au cas néerlandais. Depuis l'assassinat de Theo van Gogh en 2004, les Pays-Bas savent qu'ils peuvent être la cible d'attentats islamistes, mais ils misent beaucoup sur la prévention et la confiance qu'inspirent les autorités. En revanche, ils n'ont pas trouvé de formule magique pour construire un islam européen. Là encore, c'est entre guillemets. Merci à vous de nous suivre. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée. Salut.